Vous allez bien, monsieur Aja? Ça va, ça va. Hop, désolé le chat, on coupe la commission d'enquête CNews parce qu'on a un invité qui nous rejoint. Johnny Aja. Rapprochez-vous, on vous voit pas. Hop, je vais même pousser la caméra un peu vers vous. Bon, comment ça va? Écoutez, ça va. C'est froid, mais ça va. Oui, c'est vrai que ça change de votre île. Oui, tout à fait. De température, certainement. Alors, si j'ai demandé aussi à ce que vous veniez aujourd'hui, c'est parce qu'au moment où il y a eu la suspension, il y avait un texte sur vos territoires justement qui était en discussion. C'est cette PPL-là, oula, oui, j'ai plié sur le texte, visant à reconnaître la responsabilité de l'État et à indemniser les victimes du chlordécone. Est-ce que déjà pour nos spectateurs, vous pouvez résumer ce que c'est cette crise du chlordécone? C'est un vrai scandale d'État, c'est-à-dire qu'il y a un poison qui s'appelle le chlordécone, qui a été utilisé par des producteurs et des exploitants agricoles, malgré la connaissance de la toxicité, de la rémanence, de la dangerosité de ce produit. Il a été utilisé sur nos terres en Martinique et en Guadeloupe, et de 1970 à 1993, et même sous la gestion des stocks, lorsqu'il a été interdit, eh bien, cette gestion des stocks a été défaillante par l'État, ce qui fait que jusqu'en 2002, donc pendant plus de 30 ans, eh bien, le chlordécone a été mis au départ comme insecticide, mais bien sûr poison connu, parce que la toxicité est connue depuis 1969. Donc l'État qui avait le pouvoir d'interdire a laissé faire, a autorisé et vraiment a même permis la totalité de l'écoulement de la production en empoisonnant les sols, les personnes, parce que bien sûr sous le plan sanitaire ça a développé des cancers, des leucémies, des maladies neurodégénératives, des problématiques cognitives également et des problématiques au niveau des hommes et des femmes et des enfants. Et de prématurité, donc de multiples maladies aujourd'hui. Et ce poison est toujours en cours parce que comme c'est un poison puissant, il ne disparaît pas comme ça. Il faut plusieurs siècles, d'après les scientifiques, pour qu'il puisse disparaître. Donc il est dans les terres, il est dans les eaux, il va dans la nourriture, dans l'alimentation. Et aujourd'hui, 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais ont du chlordécone dans le sang. Et donc aujourd'hui, le premier principe, c'était de pouvoir faire reconnaître la responsabilité de l'État dans justement cet empoisonnement au chlordécone, parce qu'il a aussi des conséquences économiques, puisque comme il est dans les eaux marines aussi, eh bien, les pêcheurs ne peuvent pas pêcher, les exploitants agricoles ne peuvent plus faire un certain nombre de produits. Donc, il y a aujourd'hui une vraie urgence, et ce serait un pas historique que de pouvoir faire reconnaître la responsabilité pleine et entière, totale, même si elle n'est pas la seule, parce que c'est véritablement aujourd'hui l'État qui avait le pouvoir d'interdire. C'est l'État qui a autorisé, sous la pression des lobbies de fabricants, d'exploitants, de grandes exploitations agricoles, qui sont aussi responsables, mais ça doit se traiter en justice. Et aujourd'hui, l'objectif, c'était fondamentalement de trouver le chemin qui nous permette d'avoir un vote le plus large que possible pour faire reconnaître la responsabilité de l'État et ouvrir dans ce premier pas eh bien, l'obligation de réparation qu'il y a derrière, mais aussi mettre en priorité la recherche, puisque comme je vous l'ai dit, l'empoisonnement continue, il est toujours en cours dans les eaux, dans les terres, à travers les produits que nous consommons et du chlordécone que nous avons dans le sang. Donc c'est un enjeu majeur aujourd'hui de réparation, et pour nous la première réparation, elle est politique à travers le vote de cette loi. Aujourd'hui, il y a un vrai débat qui va s'installer parce que la majorité recherche à faire diluer la responsabilité de l'État. Or, on ne peut pas diluer une responsabilité. Il y a plusieurs responsables, mais l'État est le premier responsable. D'ailleurs, la commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu en 2019 avec Serge Letchimy comme président l'a clairement démontré. Et il a également fait 49 préconisations pour sortir du chlordécone sur le plan sanitaire, environnemental, économique et social. Donc ce sont ces enjeux-là aujourd'hui qui sont portés par cette proposition de loi qui aujourd'hui pourrait, si elle est votée, être un premier pas majeur et historique à travers la reconnaissance de la responsabilité de l'État. Et sur ces 48 ou 49, désolé j'ai oublié le chiffre exact, sur ces 49 préconisations en 2018, combien ont été mises en place
5 ans après, bientôt 6. Ben justement, la commission d'enquête a montré que les différents plans de chlordécone successifs n'ont pas été efficaces. Il y a une inefficience claire aujourd'hui de mesures qui sont désordonnées, qui sont segmentées, qui ne sont pas suffisantes. Et donc aujourd'hui, on peut parler d'échec des premiers plans chlordécone, même s'il y a de petites avancées, mais qui sont toutes petites par rapport à la hauteur du drame, par rapport à la dimension exceptionnelle du scandale vis-à-vis de nos peuples, nos populations, mais aussi nos terres, et qui est durable. Donc aujourd'hui, on est vraiment très loin d'une justice en plus, puisque malgré aujourd'hui les dépôts en justice de plainte, eh bien l'État, par l'État, la justice a donné un non-lieu pour des raisons de prescription qu'on ne comprend pas, puisque l'empoisonnement est toujours en cours. Et donc cette loi-là devrait pouvoir permettre également d'aider à accompagner comme outil supplémentaire politique, puisque voté par l'Assemblée nationale, par la représentation nationale, de pouvoir aller favoriser justement une décision de justice pour que les coupables, notamment privés, soient condamnés et que les indemnisations soient à la hauteur. Alors on a une question pour vous dans le chat, monsieur le député, qui vous demande: l'exception a été certes autorisée par l'État, mais sous pression des producteurs et élus locaux. Quelles sanctions pour eux? Mais bien sûr qu'ils doivent être sanctionnés par la justice, ils doivent être condamnés également. Donc oui, il y a ceux qui utilisent le chlordécone et il y a ceux qui ont donné l'autorisation. Mais le premier qui aurait pu interdire le chlordécone, c'est d'abord l'État. Le premier qui savait depuis les années 1969, c'est l'État. Le premier qui a laissé faire, qui a ignoré, aussi bien en autorisant, même en prorogeant, et surtout en fermant les yeux sur l'écoulement des stocks de ce qui restait malgré l'interdiction, c'est l'État. Donc oui, il faut que la justice, parce que là, on est dans une niche. On ne peut pas mettre trop d'articles, sinon on ne s'en sortira pas, on n'obtiendra pas de majorité et la loi peut être bloquée. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'être le plus pragmatique et le plus efficace que possible. C'est-à-dire arriver à faire un pas important qu'il va falloir poursuivre. Ce n'est qu'un petit pas, mais un pas historique à travers la responsabilité. Mais il va falloir attaquer les privés responsables, puisque la commission d'enquête a mis en exergue l'identification des privés qui sont responsables pour qu'ils soient pleinement responsables devant la justice et que les préjudices que les peuples, les économies, les territoires, l'environnement a subis, eh bien, puissent être traités à la hauteur du drame. Oui, c'est ce que nous disait Philippe Brint, qui était notre invité tout à l'heure. Plutôt être efficace, faire des propositions efficaces, plutôt que d'avoir des propositions là pour faire des grands coups, etc. Écoutez, voilà. Faire consensus. C'est vraiment trouver la possibilité de faire voter un texte à l'Assemblée nationale. Sinon, on aurait pu faire une proposition de loi avec les 49 préconisations telles qu'elles sont écrites de la commission d'enquête parlementaire. Mais très honnêtement, nous n'aurions pas eu de possibilité de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, compte tenu aujourd'hui de la représentation telle qu'elle est faite en termes de groupe. Donc, on aurait pu se faire plaisir. L'idée, c'est d'être réaliste et d'avancer surtout dans cette cause pour laquelle il faut être efficace et agir concrètement. Là, on est dans l'action concrète législative où si, ce qu'on espère bien, cette loi soit votée sans dilution, j'insiste, sans dilution de la responsabilité de l'État, eh bien, ce sera un pas franchi acquis qui nous permettra de prévoir d'autres pas, notamment toute la question des réparations et de la mise en œuvre des réparations en prenant en compte dans la question des préjudices, eh bien, le niveau d'intervention aussi bien de l'État que des privés qui sont responsables et coupables, mais surtout de garantir la mise en œuvre des réparations. Parce que là aussi, l'État aura une responsabilité dans le contrôle. Il a le pouvoir de police, il a le pouvoir de justice. C'est l'État qui a ce pouvoir-là, de garantir la mise en œuvre. Et pour ceux que ça intéresse, Johnny, Ajar, on avait fait une interview ensemble de plus d'1 heure début décembre, janvier. Je vous mets le chat, le lien de l'interview si vous voulez aller la revoir en longueur. On a une question encore pour vous qui vous demande, étant donné la lenteur de la réponse étatique sur ce scandale, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de faire une procédure devant la Cour des droits de l'homme, la CEDH? Toutes les procédures sont longues, mais il faut les faire. Moi, je pense qu'il faut conjuguer toutes les procédures. Mais la lenteur est la même. Nous sommes dans des systèmes administratifs où il y a une lourdeur administrative naturelle parce que au niveau international, ce n'est pas le seul sujet, mais il faut le faire aussi. Moi, je pense que tous les niveaux d'intervention possibles où la justice peut être rendue, où une décision peut permettre d'avancer sur la question notamment des réparations. Parce que c'est vrai que
avant de pouvoir demander réparation, il faut reconnaître. Sauf que la justice aujourd'hui parle de prescription. Et moi, je dis aussi que nous pouvons aujourd'hui faire modifier le code pénal pour faire en sorte que il y ait une dérogation à la prescription pour justement permettre à ce que justice soit rendue et que d'autres scandales de ce type ne puissent pas se mettre en place, parce que ne pas laisser l'impunité s'installer, ne pas laisser véritablement ces souffrances des humains, parce que ce sont d'abord des personnes et un environnement qui ont été touchés pour des raisons purement d'intérêt économique, de rentabilité financière, ne pas laisser ce système aujourd'hui d'écrasement par les puissances financières au détriment de la santé, au détriment des gens, au détriment de l'environnement, ne pas laisser faire, c'est donner l'exemple. Et donner l'exemple, c'est aussi se battre quand aujourd'hui on a une majorité gouvernementale qui est plutôt du côté des puissants, de ceux qui ont de l'argent et qui préfèrent que ça ne se sache pas. Et dernière question rapide, votre nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, vous en pensez quoi là de premier bilan à chaud de ces premières semaines de ministre des Ultramarins? Écoutez, moi je veux la rencontrer pour pouvoir échanger avec elle, parce que nous avons Vous l'avez toujours pas rencontrée? Pas encore. Maintenant, nous avons discuté quelque peu avant le démarrage, on va dire, de la proposition de loi sur le chlordécone, puisque, comme je vous dis, il recherche plutôt à diluer la responsabilité de l'État, et nous ne voulons pas de ce fait. Maintenant, moi, je veux pouvoir échanger avec elle et voir la volonté qu'elle a de pouvoir intervenir et agir au service de l'intérêt général des territoires dits d'outre-mer et des personnes dites ultramarines, faisant partie entièrement de la République française, car nous apportons la puissance à la France dans de nombreux domaines, et donc ce serait juste équitable et on va dire digne de pouvoir nous permettre d'exister par nous-mêmes et d'entendre la voix de nos peuples et de nos territoires. Je crois qu'on peut dire sans surprise que le groupe socialiste votera en faveur de cette proposition de loi. C'est nous qui l'apportons, c'est vraiment un travail d'équipe avec Élie Califère, Christian Baptiste et moi-même de la Guadeloupe et de la Martinique, mais aussi de tous les autres députés, mais c'est vrai que nous sommes nous directement concernés, et donc il est clair que nous n'allons pas faire de concessions, parce que nous sommes la voix du peuple et il faut que la voix du peuple soit respectée, surtout après ces souffrances. Il y a une vraie colère froide qui s'est installée, mais elle est profonde par rapport à ce scandale d'État et par rapport justement à ces lenteurs et par rapport à cette inefficience des réparations et puis par rapport à ce déni de justice. Et on veut éviter la négation de l'histoire parce que ce qui s'est passé est factuel et la loi ne fait que reprendre les faits historiques, la vérité historique, et c'est pour ça qu'il est fondamental à la fois que cette initiative que nous avons portée apporte l'adhésion, on va dire, d'une large majorité. On le verra, sans dénaturer le texte. J'insiste, sans dénaturer le texte. On a contre toutes les injustices qui dit nous, on est tous avec vous. Donc vous avez du soutien dans notre chat également, monsieur le député. Merci. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous suivra, de toute façon, on est en live jusqu'à 1h du matin. Donc on vous suivra avec intérêt cet après-midi. Merci beaucoup. Bon courage à vous et merci à vous. Au revoir. Au revoir.